Bonjour. Chut. On termine cette matinée avec les troubles attentionnels. Bon, forcément, on en a tous marre, hein, on a tous envie d'aller se promener, d'aller manger, et on va nous parler des troubles attentionnels. Et en plus, c'est pas du tout ma spécialité, puisque moi je suis un médecin du muscle avant tout, mais comme j'ai moi-même un déficit attentionnel et une hyperkinésie, on s'est dit que j'étais la bonne personne pour vous parler de ça. Alors, on va commencer avec un petit caout, d'accord? À vos caouts. Actuellement, nous avons 0 joueur. Alors, non, alors, ben, change profile. Oh mais, voilà. Si. Ah, ils arrivent les caouteurs. Ça sur. Attends, non, que je le prends. Attends, faut que je mette sur. Oui, comme ça. Voilà. Et ici. Ça va? Ouais. Quoi avec le message dans les oreilles? Je peux le mettre derrière. Ah ouais, ouais, comme ça. Ah. Bon, bah c'est. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors on se caoute là. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. On plafonne à 175 caouteurs. Qui va encore se connecter? Non, c'est bon, on peut y aller. Hein. Ok. Are you ready? Quel est le point commun entre ces différentes personnes, Richard Branson, Kurt Cobain, Justin Timberlake, Emma Thompson? Est-ce qu'ils ont joué dans Les Experts à Flémal? Est-ce qu'ils sont tous américains? Est-ce qu'ils sont tous trop cool? Will Smith, Susan Boyle, bravo! Je suis quand même un peu désespéré par tous ceux qui ont pensé qu'ils avaient joué dans Les Experts à Flémal. Airstal en plus. Donc, en plus, ils sont pas tous américains. Hein, Emma Thompson et les Britanniques. Hein. Bon, ceci étant,
Il s'agit donc de personnalités célèbres, vous l'avez vu. Elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont, comme 5% d'entre vous, un trouble attentionnel. Et ce qui est assez impressionnant avec ces personnes, c'est que ça ne les a pas empêchés plus tard de faire des trucs assez extraordinaires. Il y a un type qui a bâti une fortune considérable avec Virgin. Il y a des artistes, il y a des types très créatifs, il y a des sportifs. Tout ça pour dire que le déficit attentionnel, qui est quelque chose de fréquent, dont très probablement un certain nombre d'entre vous souffrent, d'ailleurs je les entends parler ceux-là, est peut-être à un moment donné une difficulté et un handicap dans un environnement très normatif, comme l'environnement scolaire, mais peut devenir un atout dans la vie plus tard, à condition de savoir le gérer et à condition de ne pas souffrir trop dans une période de sa vie et de ne pas se retrouver avec une image négative de soi-même. Et c'est un peu une autre manière de regarder parfois la maladie, c'est de se demander, mais est-ce que cette maladie nous confère un avantage? Est-ce que ces problèmes neurologiques nous donnent une possibilité que nous n'aurions pas si nous ne l'avions pas? Et ici, dans le déficit attentionnel, c'est effectivement le cas. Si vous observez autour de vous, les personnes qui sont à des postes de management, les personnes qui réalisent des choses complètement, comme on dit en anglais, out of the box, sont souvent des anciens hyperkinétiques, des anciens avec des troubles attentionnels. Alors, donc pour vous dire que moi aussi je peux faire des choses sérieuses, hein, j'ai ici la définition de l'attention. Hein. C'est une activité psychique de base qui permet au sujet de maintenir une tension cognitive et un comportemental. Et puis bon, j'ai même pas le courage de lire. Toujours est-il que quand vous n'avez pas assez d'attention, ça peut être une partie d'un trépied. Un trépied qui inclut 3 grands syndromes. Le premier, c'est un déficit de l'attention. Le sujet ne parvient pas à se concentrer. Le deuxième, c'est de l'impulsivité. Il te tue sur la balle, il répond tout de suite. Et le troisième, hyperkinésie, il bouge tout le temps. Il ne parvient pas à rester tranquille. À vos caoutes. Nous allons caouter. Le problème majeur de cet enfant est, nous allons voir une vidéo, il est en train d'essayer de faire ses devoirs. Il ne parvient pas à se concentrer, il est impulsif, il bouge, il parle tout le temps, ou les 3 propositions sont vraies. Regardez ce pauvre bonhomme en train de faire ses devoirs. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous rappellera quand vous deviez faire les vôtres. Alors les enseignants, vous en avez vu des comme ça? Ah, on en a 138 qui ont bien caouté. Ok, chut, chut, chut. Je vous propose de regarder une autre vidéo. Ça, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, hein, comme beaucoup de vidéos. Et je vous invite à regarder le comportement de cette classe d'enfants en train de... Regardez celui-là. Alors, il y en a qui écoutent, là, au premier rang.
Et puis il y en a, ils bougent tout le temps, ils parlent tout le temps, ils parviennent pas à se concentrer. Alors vous me direz, ouais, mais on sait pas ce que c'est à l'école. Ça, c'est une autre vidéo que j'ai trouvée d'un gamin dans un resto. Regardez-le, hein. Alors lui, il s'en fout, il bouffe. Mais lui, c'est plus difficile. Un petit coup, hop, clac, je vais jouer. Non, je prends un truc, je me barre. Ah, j'ai vu un jeu. Je reviens, hop, il repart. Bref, des enfants qui, même dans des circonstances agréables, ne parviennent pas à rester sur une activité, ne parviennent pas à faire qu'un seul truc à la fois, ne parviennent pas à se cadrer. Alors évidemment, ça peut être très pratique. Si vous avez plusieurs choses à faire, si vous avez suffisamment d'intelligence pour la répartir sur plusieurs activités. Mais évidemment, quand vous êtes à l'école et que vous faites vos devoirs comme ça peut poser un gros problème. Donc, on a des critères pour parler du trouble déficitaire de l'attention. Il faut que ça ait commencé avant 6 ans. C'est-à-dire qu'on ne commence pas tout d'un coup à un trouble déficitaire de l'attention à 15 ans. Ça doit avoir persisté plus de 6 mois. Ça doit persister après 6 ans, c'est-à-dire qu'un gamin qui bouge tout le temps quand il a 3 ans, c'est un peu normal. Par contre, se comporter comme ça quand on a 9 ans, ça devient un peu plus compliqué. Et on ne doit pas avoir d'autres explications de ce type de problème. Alors, les symptômes d'inattention, qu'est-ce qu'ils vous racontent, les patients? Comment est-ce qu'on peut essayer de quantifier ça? On demande aux parents, est-ce qu'il parvient à prêter attention? Est-ce qu'il fait beaucoup de fautes d'étourderie, beaucoup de fautes d'attention? Ah oui. Est-ce qu'il parvient à travailler 5 minutes tranquille? Est-ce qu'il parvient à rester 5 minutes sur son truc? Ah non, docteur, non. Oh là, après 2 minutes, c'est terrible. Est-ce que quand on lui parle, il écoute? Ah non, il est tout le temps dans la lune. Ok. Est-ce que quand on lui donne une consigne pour faire un devoir et qu'on lui dit, voilà, tu vas mettre les voyelles en bleu et les consonnes en rouge, ou est-ce qu'il suit les consignes? Oh non, c'est toujours le bordel. Est-ce qu'il a du mal à organiser ses travaux, ses activités? Est-ce qu'il fait les choses dans l'ordre? Ben non. Est-ce que quand on lui demande un travail, il le fait de bonne volonté? Ah non, pas du tout, docteur, pas du tout. Il ne le fait pas. D'accord? Est-ce qu'il perd souvent ses objets? Ça, c'est une catastrophe, les enfants. Ils perdent. Moi, j'ai perdu 4 fois mon passeport en 2 ans, par exemple. C'est terrible. Surtout quand on est au Japon. Ça pose un vrai problème. Est-ce qu'il se laisse. Alors, évidemment, on ne pose pas comme ça, vous voyez, à la maman typique de serein qui vient vous voir en consultation. Alors, madame, est-ce qu'il se laisse parfois distraire avec des stimuli externes? Non. Madame, il y a une mouche qui passe. Ça l'empêche de travailler? Ah bah oui, docteur. Est-ce qu'il a des oublis fréquents dans la vie quotidienne? Est-ce qu'il oublie partout ces trucs? Ben oui, ça c'est typiquement un symptôme. Et puis je vous ai dit, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect attentionnel, et puis il y a l'aspect d'hyperactivité. C'est des types qui bougent tout le temps, c'est des types qui ne tiennent pas en place. Ils remuent souvent les mains, comme des Italiens, ou les pieds. Ils se tortillent sur son siège, comme les enfants qu'on a vus. Il se lève souvent en classe, dans d'autres situations où il est supposé rester assis. Et oh, les troubles attentionnels, là, on écoute? Souvent, il court, il grimpe partout dans des situations où il est censé ne pas le faire. Par exemple, l'école. Je sais pas, les enseignants, on est censé courir partout à l'école? Il y en a qui se reconnaissent, hein, j'ai l'impression. Et il a souvent du mal à tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs. Il est souvent sur la brèche, il agit souvent comme il était monté sur un ressort. C'est des enfants qui bougent tout le temps. Et puis en plus, ils sont impulsifs. Ils sont impulsifs, c'est-à-dire que souvent, ils laissent échapper la réponse avant la question, du genre par exemple, alors est-ce que tu peux me dire combien font 7 fois 42? Non, 7 fois 7. Ah, bon. Il donne la réponse avant la question. Il y en a peut-être qui, à cause de ça, vont perdre des points au caout. Il a souvent du mal à attendre son tour. Ça, c'est assez classique. Vous regardez par exemple chez Deleuze, quand vous allez avec Kevin chez Deleuze ou à Cora, et vous regardez dans la file, Kimberley ou Jordan, ben, ils courent un peu partout. Ils ne restent pas dans la file. Hein? Et puis, ils interrompent tout le temps. Ils interrompent tout le temps en train de parler avec la mère. Et alors, madame, votre adresse, c'est... Ah oui, madame, tais-toi. Et pendant toute la consultation, ils interrompent. Alors, on a un questionnaire qu'on appelle le questionnaire de Conners. Moi, je suis jamais parvenu à aller jusqu'au bout parce que c'est trop compliqué. Ça prend trop de temps, trop d'énergie.
a parlé donc de la fréquence avec la sclérose en plaques. Ben, ici, c'est quand même encore beaucoup plus fréquent que la sclérose en plaques, puisque ça touche environ 1% dans une étude dans les pays nordiques. 1% des enfants âgés de 7 ans ont une forme sévère, une forme mineure 3 à 6%. C'est dans toutes les classes sociales, mais quand même avec une prédominance pour les classes sociales les moins élevées. Aux États-Unis, jusque 6% des enfants ont dû prendre un traitement à Baltimore, une étude espagnole, 1%, donc une grande variabilité, mais dans tous les cas, quelque chose qui est fréquent. On n'est pas dans le domaine de la maladie rare. Alors, comment ça se passe quand nous, on les reçoit en consultation et qu'on se rend compte assez facilement, au bout de 3 minutes, qu'on a envie de les exploser, de les jeter par la fenêtre, et qu'ils sont effectivement hyperkinétiques? Quelles sont les questions que nous nous posons en tant que médecin? Eh bien, la question que moi je me pose en tant que médecin, c'est est-ce que c'est un déficit de l'attention primaire ou secondaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il est comme ça? Ou bien est-ce qu'il est comme ça parce qu'il a une autre maladie qui le rend comme ça? Alors si j'arrive à la conclusion que ce n'est pas un déficit secondaire lié à une maladie neurologique, et que c'est vraiment un déficit primaire de l'attention, je vais me demander s'il n'y a pas des facteurs aggravants. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait être un facteur aggravant? Mais par exemple, c'est le manque de sommeil. Un gosse, quand il est fatigué, il est fatigant. C'est-à-dire que le gosse qui ne dort pas, le lendemain, il est chiant. Mais vraiment chiant. Et le cas typique de l'ado qui ne dort pas, c'est l'ado qui reste un petit peu trop longtemps sur Facebook le soir. C'est l'ado qui va dormir à 2 heures du matin. Alors évidemment, 2 heures, ça va. 3 heures ou 4 heures, c'est plus embêtant. Et donc, l'exemple que nous, on a en tant que médecin, c'est quand on fait des gardes. Quand on fait des gardes et que pendant toute la nuit, on a vu des rhumes aux urgences, et que le lendemain, on est épuisé, il ne faut pas me demander de faire une consultation. Il ne faut pas me demander d'être gentil. Je suis méchant. Il ne faut pas me demander d'être patient. Quand je suis fatigué, je suis fatigant. La deuxième chose, c'est la consommation de psychostimulants. Est-ce qu'il boit du coca, madame? Bon, oui, un peu. Alors évidemment, quand elle vous dit oui, un peu, la mère, il ne faut pas dire 1 verre par semaine. Il faut dire quoi? 2 bouteilles d'1,5 litre par jour? Oh non, docteur, pas 2 bouteilles d'1,5 litre, hein? 1 maximum. D'accord, il a 7 ans quand même, madame. Ça fait quand même beaucoup de caféine, vous ne pensez pas? Le tabagisme passif. Hein? Vous fumez, madame? Oh, bon, comme tout le monde, hein, docteur. Non, bah oui. Quoi, 3 paquets par jour? Non, pas 3 paquets par jour, hein, 2 paquets. Donc effectivement, le tabagisme passif, c'est un facteur favorisant. Et puis l'environnement psychosocial, c'est-à-dire que se concentrer pour faire ses devoirs, si en même temps il y a le grand frère qui hurle, la télé qui va à fond les manettes, la radio dans un autre coin, la mère qui hurle, le père qui gueule, c'est vrai que ça vous met dans une ambiance où c'est un petit peu compliqué de vous concentrer. Et puis alors après, on va les examiner, on va les mettre tout nus, et on va regarder si effectivement il n'y a pas un signe d'une maladie neurologique. Je ne veux pas toutes vous les détailler parce que vous ne les connaissez pas, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de maladies neurologiques qui peuvent initialement se manifester par des troubles de l'attention. Bref, et c'est ça que j'aime bien dans les troubles attentionnels, c'est que c'est de la médecine pure. Chut. Attention, il va y avoir un caout, et vous allez tous être pétés au caout. Donc c'est de la médecine pure. Il faut examiner ces patients, et le diagnostic, il se fait vraiment de manière clinique, uniquement clinique. Il n'y a pas de test, il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de scanner. Il faut examiner ces patients, les interroger et essayer de trouver des solutions. Alors, on se fait bien un petit caout, tiens, moi j'en ai marre. Petit caout? Ouais, petit caout. Vous êtes prêts pour un petit caout? Vous êtes chaud? Travail? Bravo Esther. C'est qui Esther? 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 Ah. Attention, hein, vous n'avez que 30 points d'avance sur PC console. Ces enfants sont hyperkinétiques, oui ou non? Ah, mais il y a une vidéo normalement. Oh non, 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 non. Mais il y en a qui répondent quoi, mais comment ils font? On voit rien, il n'y a pas de vidéo. Mais comment vous faites pour répondre sans vidéo? C'est pas possible. Bravo, bravo.
Je dis bravo. Vous êtes parvenu à trouver la bonne réponse sans voir la vidéo. Bravo, Précia. Je suis très impressionné, Précia. Ok, chut, allez, un autre. Que s'est-il passé en 3 semaines? Voilà l'écriture avant, voilà l'écriture après. On lui a promis une PlayStation s'il écrivait mieux. On lui a demandé de faire un effort. On l'a privé de dessert ou on a instauré un traitement. Bravo, Précia. Bref, vous l'avez compris, à l'instar de la sclérose en plaques, le trouble déficit de l'attention se soigne. Et la première chose à faire, évidemment, c'est d'éliminer les facteurs favorisants. Quand Kevin va dormir à 3 heures du matin, ça ne sert à rien de lui donner un médicament. Il doit aller dormir plus tôt. Quand il pompe 1,5 litre de coca et qu'il est surexcité par la caféine, il doit arrêter et boire un excellent liquide extrêmement bon marché qui s'appelle l'eau. Voilà. Information et conseils. Alors qu'est-ce qu'on dit en général aux enseignants? Essayez de le placer au premier rang, idéalement tout seul. Favoriser le canal oral pour l'acquisition et la restitution des connaissances. Favoriser un matériel pédagogique neutre, c'est-à-dire que s'il voit des Flash McQueen, des princesses partout, ça le rend nerveux. Tout simple, un papier, un stylo, rien d'autre. Favoriser la qualité plutôt que la quantité. C'est des enfants souvent intelligents. Ça ne sert à rien de leur donner 25 multiplications. S'ils savent les faire 3 ou 4, ça suffit. Ils vont rater toutes les autres simplement parce qu'ils ne parviennent pas à se concentrer. Et puis, donner le temps à l'enfant de réaliser les choses adéquatement. Favoriser des périodes de travail courtes, c'est-à-dire essayer de ne pas travailler pendant des heures, pas faire des semaines du cerveau pendant 2 heures avec nos petits enfants qui ont des troubles attentionnels. Et éviter les éléments distractifs, c'est-à-dire le voisin bavard, les bruits qui vous empêchent de vous concentrer. Et puis alors après, il y a des médicaments médicamenteux, des traitements médicamenteux. Alors quoi? Quand? D'abord, on va essayer de ne pas le faire trop tôt, parce que ça ne sert à rien de donner des médicaments trop tôt aux enfants, mais pas trop tard. C'est-à-dire que c'est des enfants, il ne faut pas les laisser aller en échec scolaire. Ça ne sert à rien, c'est des enfants intelligents, ils font des trucs super dans la vie, mais ça ne sert à rien qu'ils s'éclatent à l'école et qu'ils soient toujours dans la position du vilain petit canard. Donc il y a un moment où il faut traiter ces enfants. On a des traitements efficaces. Il y en a un qui existe depuis plus de 50 ans, qui s'appelle le méthylphénidate. Il faut vraiment sculpter le traitement en fonction des besoins de l'enfant. Alors il y a des effets secondaires, on ne va pas forcément aller à travers, mais effectivement, voilà ce qu'on peut voir chez un patient avant qu'on instaure le traitement, et voilà ce qu'on peut voir après. Donc il y a quand même une très nette amélioration de l'investissement et du soin que l'enfant est capable de mettre dans son travail. On a d'autres traitements. Comme par exemple la tamoxétine, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, on s'en fout. Moi, je voudrais surtout parler du pronostic. Et encore une fois, je reviens avec cette idée, cette notion selon laquelle parfois dans la maladie, il y a des avantages, parfois il y a des bons côtés. Et ces enfants, quand on les empêche d'aller en échec scolaire, quand on parvient à les encadrer, quand on parvient à les accompagner, parfois ils font des trucs fantastiques, comme Richard Branson, qui construit un empire absolument gigantesque sur le plan financier, comme Jim Carrey, qui va être un acteur quand même assez connu. Enfin, on peut aimer ou pas aimer, mais il a quand même fait des bons trucs. Et donc, c'est important de traiter ces enfants, c'est important de les comprendre, c'est important de comprendre qu'ils sont différents, qu'ils ont un potentiel, qu'ils ont quelque chose à amener dans la société, mais qu'il ne faut juste pas les laisser partir en échec scolaire. Alors, j'ai la chance d'être le dernier à parler, donc ça veut dire que plus personne n'écoute. Mais je pense que vous avez compris au cours de cette journée, et vous avez compris au cours de cette matinée, et vous allez encore le comprendre avant de voir l'autopsie du cerveau, c'est que si vous avez une âme d'aventurier, si vous rêvez de découverte, et si vous êtes quelqu'un qui aime bien trouver le petit truc, la petite astuce, la petite étincelle qui va faire la différence, si vous aimez les nouvelles technologies, par exemple pour vous envoler ou pour garder les pieds sur terre, eh bien vraiment, les neurosciences ont besoin de vous. On a besoin de jeunes talents intelligents.
Alors, si vous voulez, par exemple, commencer avec une première expérience concrète, nous recherchons des volontaires sains, et notamment des adolescents, parce que j'ai trouvé sans problème des enfants, j'ai trouvé sans problème des adultes, mais des adolescents, j'ai eu du mal. On cherche des volontaires sains pour essayer des actimètres, donc des espèces d'Apple Watch ou de Fitbit super développés, pour nous aider à soigner les enfants myopathes. On a encore besoin d'une vingtaine d'adolescents. Donc si vous êtes intéressé par nous aider à tester ces objets et gagner un bon Fnac de 20 €, vous pouvez certainement me contacter. Et puis ce sera avec plaisir que je vous expliquerai l'étude, ce qu'on attend de vous et comment vous pouvez nous aider. Donc je compte sur vous. Et puis un dernier petit caout. Ah, quand même. Petit caout quand même. Quoi cette histoire? Attention parce que ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté. Ça n'a rien à voir avec ce qui est bien la preuve que j'ai un trouble attentionnel, hein, je saute à autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté, mais c'est quand même une belle histoire. D'accord, vous êtes prêts? Quel est le point commun entre Liège et l'État du Minnesota? Ils ont un club de football qui est champion tous les 20 ans. On y dit oufti ou non dit tu. On y fabrique des gaufres ou du péquet, ou rien de tout ça, et il faut chercher la réponse. Bravo. Precia. Où est Precia? Où est Precia? Precia, levez-vous. Elle est partie. Elle est là. Bravo Precia, vous avez gagné la chance de pouvoir participer à une étude sur l'actimétrie. Zozo la Best, où est Zozo la Best? Zozo la Best, c'est vous? Bravo. Et Joe, qui est Joe? Alors je vais quand même vous expliquer comment vous pouvez trouver la réponse, hein, sauf si vous en foutez, mais je pense pas. Vous pouvez trouver la réponse sur Facebook. Et donc j'ai fait un pari avec mes collègues, j'ai parié qu'on aurait 200 followers de plus ce soir. Ne me faites pas mentir, vous pouvez trouver la réponse sur Facebook et la poster. Il y a évidemment un prix à gagner, sinon c'est pas drôle, pour le premier, le 50e et le 100e qui pose la réponse sur Facebook. Donc prenez note de l'adresse, vous devez aller dessus, vous devez évidemment la liker, parce que si vous la likez pas, ça sert à rien. Vous devez devenir followers et répondre donc à cette question fondamentale. Quel est le point commun entre le Minnesota et la ville de Liège? Sachant que ce n'est pas le fait de dire oufti, ce n'est pas le fait d'avoir un club de foot qui est champion tous les 20 ans, ni de bouffer des gaufres avec du péquet. Ce n'est aucune de ces trois questions. Et vous pouvez aussi trouver dans l'actualité la réponse, puisque ça date du 5 mars. Donc là, je vous donne des tas d'indices. Tout ça pour vous dire qu'en neurosciences, on peut faire des trucs fantastiques. On peut s'amuser comme des fous. Et tous ceux d'entre vous qui ont envie de venir nous rejoindre sont les bienvenus. Merci beaucoup pour votre attention.